Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir. Je suis Fabien Paget, le cofondateur de 17 Sport. 17 Sport est la première agence d'impact dans le domaine du sport. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la nouvelle édition de nos Purposeful Stories. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel qui touche celui des athlètes et comment nous pouvons aider les athlètes à construire leurs engagements au service de la société. La session d'aujourd'hui débutera 45 minutes. Nous commencerons par un échange entre nos invités qui durerait de 30 minutes et nous prendrons évidemment vos questions auxquelles nous répondrons pendant les 10-15 dernières minutes. Alors pour traiter ce sujet d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord Marie Pierce, que vous connaissez sans aucun doute, championne et dernière française à avoir gagné Roland-Garros. Et puis Jean-Jérôme, directeur des programmes au sein de Peace and Sport. Bonjour à tous les deux. Bonjour Fabien, bonjour Jean-Jérôme. Bonjour, salut Marie, salut Fabien. Alors déjà pour commencer, je vais peut-être vous présenter en quelques mots. Honneur aux dames. Marie, tu es une icône du tennis français évidemment. Tout le grand public te connaît. On célébrait il y a quelques jours le 20e anniversaire de ta victoire à Roland-Garros. Mais au-delà de la championne, tu es bien plus que ça évidemment. Je sais que tu es très engagée et très animée par cette volonté de redonner et de transmettre justement ton vécu au plus grand nombre. Donc, ton regard sera vraiment très intéressant et je pense que l'ensemble des personnes qui nous écoutent sont vraiment intéressées d'en savoir plus. Jean-Jérôme, tu es un ancien entraîneur olympique, si je ne me trompe pas, multi-médaillé olympique. Et effectivement, tu es aussi très reconnu pour ton engagement dans le domaine de la paix et de par ton rôle en tant que directeur des programmes au sein de Peace and Sport. Je pense que cet échange entre vous deux sera vraiment très intéressant et vous pourrez nous nourrir de vos expériences et de vos activités respectives. Donc, pour commencer, je voudrais qu'on donne un petit peu de perspective. On voit évidemment qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui s'engagent au service de la société. Je pense que la période que l'on vit est assez propice et ils sont de plus en plus nombreux à aller vraiment plus loin. Donc aujourd'hui, la première question que je voudrais poser tourne autour de comment aider les athlètes à construire leur engagement. Jean-Jérôme, est-ce que au sein de Peace and Sport, vous avez, je dirais, une méthodologie à suivre? Est-ce que vous avez des best practices ou des écueils à nous Oui, tout à fait. En fait, on a une méthode. Alors, on n'estime pas que c'est une méthode universelle et que ça doit fonctionner dans toutes les différentes organisations de la même façon. Par contre, on s'aperçoit que quel que soit le programme, quel que soit le projet de terrain, il y a réellement des enjeux politiques. Des enjeux qui sont, on va dire, il y a une obligation de les prendre en compte. Il y a des enjeux budgétaires, bien évidemment. Il y a des partenariats locaux à mener. On ne peut pas arriver sur un programme de terrain de manière empirique et ne jamais travailler avec les différentes personnes qui sont localement impliquées, que ce soit dans la société civile, que ce soit les acteurs du sport. On a des méthodes d'action aussi, c'est-à-dire que avec des contenus pédagogiques, c'est très bien d'avoir des programmes de terrain, mais par contre, il faut savoir pourquoi vous faites votre programme, quelle est la population cible et quels sont les outils que vous allez utiliser au quotidien au travers de ce programme. Et ensuite, on a une façon assez organisée pour le déploiement opérationnel. Et bien évidemment, et pour relancer un petit peu Fabien dans ce que tu mettais en jeu dès le départ dans ton introduction, c'est l'engagement des athlètes. Et nous, au sein de Peace and Sport, on a réellement l'impression que la figure, on va dire, tutélaire de l'athlète est très importante. Et sur l'ensemble de nos programmes, en tout cas à toutes les étapes, on essaye d'y impliquer un champion, que ce soit un champion qui a son propre programme, comme cela peut être le cas avec Marie, tout autant qu'un programme Peace and Sport en nom propre, où on travaille avec des champions de terrain, champions local, champions de la discipline dans laquelle on met en œuvre le programme. On n'entend pas Fabien, il faut que tu unmutes le micro.
Pardon, je disais, on sait, Marie, que tu as participé à pas mal d'actions sur le terrain, notamment en Afrique. Je pense que c'est pas forcément connu et su du plus grand nombre. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment tout ça est venu, cette envie justement de t'investir sur des programmes, sur des actions sur le terrain, et comment aujourd'hui tu as envie de t'engager davantage? Oui, je pense que c'était très vite après ma conversion, quand je suis devenue chrétienne en mars 2000. J'avais le continent, l'Afrique, qui est venu dans mon cœur et comme si j'avais envie de faire des choses pour ce peuple là-bas. Et donc, quand j'ai pu jouer sur le circuit, quand j'ai arrêté, en fait, on va dire après ma blessure au genou en 2006, je suis partie à l'île Maurice, on va dire en 2008, rejoindre une église là-bas qui fait beaucoup de voyages missionnaires, etc., travail en Afrique. Et donc, aussi à l'île Maurice. Et donc, j'ai commencé à m'engager dans les différents projets. Et j'ai soutenu un projet qui était à l'île Maurice, qui aidait les enfants défavorisés dans les poches de pauvreté, dans les petits villages. C'était un programme après l'école. Donc, ils venaient nous voir et on avait un endroit pour eux, pour les recevoir, pour les aider avec les devoirs, les apprendre à mieux parler l'anglais, écrire et lire. Et puis, on faisait du sport avec eux et puis on leur donnait un repas, un vrai bon repas. Et des fois, je pense que c'était le seul repas qu'ils avaient de la journée. Donc, on a fait ça. Et puis aussi des soins, tout ce qu'ils avaient besoin côté médical. Donc, on les emmenait voir le dentiste, l'ophtalmo, le médecin, les premiers soins, etc. Tout ce qu'ils avaient besoin au niveau de santé aussi. Et puis, un autre projet, c'était à Zimbabwe. Donc, quand je suis allée là-bas, euh, je suis allée visiter l'hôpital là-bas. C'était pour les personnes âgées. Et puis, j'ai vu l'état de cet hôpital et puis tous les patients qui étaient là-bas sur place. Et bah, j'étais finie quoi, de voir l'état. Et je me suis dit, c'est pas possible que ça reste comme ça. Donc, ils avaient vraiment rien. Donc, jusque matelas, ils dormaient sur les ressorts. Donc, il fallait les matelas, les draps, les vêtements, la nourriture, des médicaments, les soins, juste leur apporter l'amour et les tenir compagnie, parler avec eux, etc. Donc, voilà, c'était les deux projets dont je me suis engagée en Afrique. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu as envie de retourner en Afrique? Tu aimerais faire davantage? Oui, bien sûr, j'adore l'Afrique et c'est dans mon cœur. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et pour moi, c'est tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, tout ce que j'ai pu vivre et j'ai envie de donner, d'aider les autres. Et pour moi, c'est tellement enrichissant aussi, pour moi, personnellement, d'aller là-bas et de voir l'état et puis comment ils vivent. Et puis bah, nous, des fois, on se plaint et on se plaint pourquoi et vraiment pour rien. On n'a rien à se plaindre. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui n'ont même pas de chaussures et nous, on a combien de paires de chaussures? Ils n'ont pas de brosse à dents. Voilà, c'est des choses simples, des choses de base que nous, on a tous les jours. Et eux, ils n'en ont pas. Et quand on les aide et quand on les donne, ils sont tellement heureux, tellement contents et ça change leur vie. Donc, Bien pour sûr. moi, comment ne pas les aider, comment ne pas faire ça? C'est certain. Jean-Jérôme, est-ce qu'il y a une action avec certains athlètes que tu as en mémoire qui te semble un bon exemple? Alors, je t'ai pas bien entendu, mais je vais répondre quand même. Et principalement par rapport à ce que disait Marie, et je trouve que c'était vraiment très intéressant, c'est qu'il y a deux choses primordiales. C'est déjà, un athlète doit être engagé parce que la cause lui tient à cœur. Et ce que j'ai bien aimé dans ce que Marie présente, c'est que la première chose qu'elle dit, ça me fait aussi du bien. Et je trouve que la force d'un programme, c'est quand on va sur le terrain et on n'a pas l'impression que ça apporte simplement aux autres, mais ça apporte aussi à soi-même. Et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième chose
je vois dans sa motivation, c'est qu'elle ne se cantonne pas forcément à un territoire prédéfini que son environnement tennistique lui aurait imposé, que sa couleur de peau lui aurait imposé, que son vécu entre la France et les États-Unis lui aurait imposé. Elle y va au cœur et elle va en Afrique parce que c'est un territoire qu'elle affectionne. Et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de dire aux athlètes. L'engagement, il passe aussi par ça. Aimer ce qu'on fait et avoir l'impression de défendre une cause qui nous tient à cœur. Et de l'autre côté, si votre projet c'est par rapport à l'Inde, c'est par rapport au Cachemire, si c'est dans le sud Kivu, près de Bujumbura, ou si c'est entre les Dogons et les Peuls dans la zone malienne, allez-y, parce que partout où on passe, on a en permanence des gens qui nous disent c'est génial que vous intéressiez à nous alors que vous n'êtes pas de notre environnement. Mais quelque part, ça peut être aussi légitime d'aimer quelque chose, même si on n'a pas été bercé dans cet environnement. Et en tout cas, c'est ce que je ressors du projet de Marie, et c'est aussi ce que j'apprécie. Merci Jean-Jérôme. Oui, tout à fait. Je veux juste rebondir sur ça. Ce que Jean-Jérôme a dit, c'est important. Je pense que dans ce qu'on fait, quelque chose qu'on fait surtout des projets comme ça, ça commence avec le cœur, ça commence avec les désirs qu'on a dans notre corps, et on fait ça parce que voilà, on a envie d'aider, on a envie de donner aux autres. Et je pense que comme dans tout dans la vie, quand on fait les choses avec notre cœur, avec sincérité, avec intégrité, ça toujours apporte ses fruits après. Toujours. Dans les deux sens. Je suis d'accord. J'aimerais qu'on parle aussi du financement justement de ces projets, puisqu'on sait que l'argent justement est aussi clé pour justement permettre d'avoir cet impact et d'aller sur le terrain. Jean-Jérôme, c'est quelque chose que forcément vous avez intégré dans le programme et au sein de l'organisation. Comment aujourd'hui vous faites pour financer tous les projets d'impact, tous les programmes que vous mettez en place? En fait, il y a différents axes. On va dire que je vais rappeler les principes principaux. Déjà, la première, il y a plusieurs types de bailleurs de fonds, on va dire. Il y a des bailleurs de fonds type public. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à s'y tourner. Très régulièrement, on a des athlètes, et pour remettre toujours l'athlète au centre de notre débat, on a souvent des athlètes qui, dans un premier, on va dire, automatisme, sorte de réflexe de pensée, ont tendance à aller vers l'utilisation de leurs propres fonds. Ce qui est très bien. Et suivant la typologie des athlètes, en effet, ça peut faire sens. En effet, il y a des athlètes qui viennent de sports, on va dire, dits avantagés, ou en tout cas où l'argent est un petit peu plus présente, et d'autres athlètes qui viennent de sports avec un petit peu moins de fonds. Mais quoi qu'il arrive, plus vous allez intégrer des nouveaux partenaires dans votre projet, et plus vous allez passer du mode émotionnel de votre projet, qui vous lance dans votre projet, à un projet structuré. Et je pense que travailler avec les différents bailleurs de la coopération internationale, c'est très intéressant. Alors, il y en a différents, hein. Ça peut être l'USAID aux États-Unis, ça peut être l'Agence française de développement, ça peut être JICA au Japon, ça peut être la GIZ en Allemagne. En tout cas, il y a différents dispositifs qui sont mis auprès de la coopération internationale, et je pense que c'est important d'y aller. Vous pouvez aussi avoir des soutiens, comme nous, on peut avoir, par exemple, par la principauté monégasque. Et je pense que l'intérêt que Peace and Sport a aussi dans notre organisation générale, c'est d'avoir un souverain au travers de son conseiller, qui est notre président, Monsieur Joël Bouzou, qui a un soutien. Alors le soutien, il est financier, mais il est aussi un soutien général auprès de la structure, une meilleure connaissance du projet, etc., et qui est hyper intéressante au quotidien pour nous. On a des partenaires privés. Alors, les partenaires privés, ils peuvent être de différentes manières, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des simples financeurs de projets, mais vous pouvez aussi avoir une vraie, ce qu'on appelle un peu en anglais du VIK, c'est-à-dire Valuable in Kind. C'est un échange de services en français, et qui permet par exemple à une structure qui aurait envie de faire du RSE, c'est-à-dire de la responsabilité sociale au sein de son entreprise, de nous aider dans les projets. C'est ce qu'on fait par exemple avec MyCoach, qui est une entreprise dans le digital et qui a une plateforme de digitalisation de nos outils. Et il n'y a pas réellement d'argent en termes de réciprocité. Par contre, si demain on devait monter exactement le même projet, ça nous coûterait très cher. Alors que là, ils nous le font sous un échange de services, et ça, c'est très important. Et
Ensuite, pour terminer avec les institutionnels, on va dire qu'il y a les fédérations internationales, c'est-à-dire que dans le sport, quand vous allez voir une fédération internationale, que ce soit l'ITF par exemple pour la Fédération internationale de tennis, que ce soit les différentes fédérations, il y a un intérêt à aller leur demander un certain nombre d'aides. Alors ça peut être pour la formation de cadres, ça peut être pour les équipements en tant que tels, ça peut être pour mettre à disposition des ressources humaines. Et le dernier moyen de financement qui est assez important, c'est le grand public, hein, sous forme de parrainage, de crowdfunding, etc. En tout cas, je vais dire que c'est les grands principes, en tout cas les grands axes, les grands leviers pour financer un programme. D'accord. Toi, Marie, en tant qu'athlète, est-ce que tu as déjà utilisé tes partenaires ou levé justement des fonds pour pouvoir entreprendre des actions sur le terrain? Non, pas encore parce que les projets donc, que j'ai soutenus, ils étaient, on va dire, déjà montés pour une association. Donc, moi, je suis juste arrivée. Déjà, l'association était créée. Et moi, je voyais ce qu'ils faisaient, j'aimais bien ce qu'ils faisaient et j'avais envie de soutenir aussi financièrement et aussi avec mon temps moi-même et d'être sur le terrain aussi, de aider et donner. D'accord. OK. On parle souvent, vous savez, de partenariats. Je pense que dans la période actuelle, justement, les partenariats sont de plus en plus importants. On a besoin d'être solidaire et on sait qu'à la fin, grâce justement au collectif, on peut avoir un impact un peu plus important. Jean-Jérôme, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ton regard sur le fait de tous les athlètes aujourd'hui que vous soutenez. Est-ce que vous avez déjà vu des coalitions justement d'athlètes réunis autour d'un engagement commun? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme une tendance ou vraiment une évolution? Je dirais que ça existe, c'est-à-dire que le Club des champions, par exemple, à Pisten Sport, qui a été créé en 2009 et qui rassemble 116 champions, est par exemple un exemple, on va dire, caractéristique d'un groupement d'athlètes qui ont des intérêts communs et qui ont envie de rendre à la société, ou en tout cas donner auprès de bénéficiaires un certain nombre de leur temps, de leur argent, etc. Ça, c'est des cercles, on va dire, qui existent. J'aurais tendance à dire que là, ça change un petit peu. C'est-à-dire que là, c'est réellement un groupement qui est physique, qui se rassemble régulièrement et qui ont des projets communs. Mais on a aussi la digitalisation, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, est-ce que finalement, lorsqu'il y a un appel de Teddy Riner, Kylian Mbappé ou je ne sais quel athlète fameux qui lance un projet et l'ensemble des athlètes qui réagissent autour de ce projet, est-ce que ce n'est pas indirectement une nouvelle forme de coalition d'athlètes qui portent un projet et qui portent une même idée? Je pense que les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des projets physiques avec des vrais acteurs et de l'autre côté, des gens qui relaient, qui se font le porte-parole d'une cause à un moment donné sans pour autant y laisser du temps tout au long de l'année. D'accord. Marie, est-ce que tu te verrais demain pouvoir peut-être collaborer avec d'autres athlètes qui ont aussi, comme toi, envie de s'engager, notamment en Afrique, sur des projets d'éducation, par exemple? Oui, bien sûr, je pense que c'est une force. Donc, le plus qu'on est, je pense que c'est une force. Donc, bien sûr, je pense que si on a le même désir dans nos cœurs, on a la même envie, on est sur la même page, on va aller dans la même direction, on veut faire la même chose. Donc, je pense que je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Au contraire, comme j'ai dit, je pense que ça sera une force supplémentaire et d'être unis, d'œuvrer ensemble. Je pense que ça parle très fort aussi et ça fait, oui, c'est une belle image. Et puis aussi pour les autres qu'on va aider, on montre qu'on est plusieurs avec ce désir et de aider et de donner. Est-ce que vous pensez qu'en France, on a l'habitude de former ces coalitions d'athlètes? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être plus développé dans d'autres pays? Personnellement, je pense que c'est plus développé dans d'autres pays. Mais bon, je ne sais pas, je voyage beaucoup, je vis aux États-Unis, donc je suis actuellement aux États-Unis, donc je sais que la mentalité aux États-Unis, c'est beaucoup plus les fondations, etc., faire des œuvres de charité.
Donc, j'ai l'impression, peut-être je me trompe et Jean-Jérôme peut nous dire, mais j'ai l'impression que, surtout aux États-Unis, on a plus cette habitude de faire ce genre de choses comme ça. Ouais, Jean-Jérôme, clairement, ouais, j'abonde complètement dans le sens de Marie. Vraiment, aux États-Unis, il y a une vraie culture une culture de la solidarité, de la charité aussi, d'une certaine façon, qui est différente de la solidarité. Mais vous rentrez dans un café ou quelque chose, vous avez toujours une urne ou quelque chose, une petite tirelire pour donner de l'argent, etc. C'est vraiment ancré dans la culture, ce qui n'est pas forcément ancré dans notre culture. Ensuite, en termes de collectif d'athlètes, je pense que c'est aussi plus développé de s'entraider naturellement, je vais dire des sports co, et c'est naturel. Tous les sports collectifs, en fait, amènent à un lien beaucoup plus facile lorsqu'il s'agit de défendre une cause. Mais je pense que si demain, vous avez un footballeur, quel qu'il soit, qui lance quelque chose, il a tendance à tout de suite, au sein du vestiaire, etc., faire passer l'information, et ça va beaucoup plus vite qu'un sport individuel, même si, ne faut pas oublier que les sports individuels se pratiquent en groupe, hein, et on passe aussi on passe énormément de temps et on passe des informations les uns aux autres, etc. Donc en tout cas, oui, je pense que ça se développe, mais ça se développe sous la forme que j'ai expliqué tout à l'heure aussi, de manière digitale. d'accord. Mais Oui, est-ce que donc j'ai envie de dire, Fabien, après ce que Jean-Jérôme dit, je pense aux athlètes. Et comme il a dit, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de sports d'équipe. Et quand on joue ensemble, on crée des relations, des liens. Et je pense que quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, on va tout de suite parler à les gens qui sont proches de nous. Premièrement, notre famille, nos amis, et puis bien sûr, nos coéquipiers, et puis les gens qu'on connaît, partager ce désir d'aider et de voir ce qu'eux, ils ont envie aussi de se joindre à nous. mais est-ce que vous pensez Après, qu'aujourd'hui… Vas-y, Jean-Jérôme, pardon. oui, juste pour refaire un petit un rétro sur ce qu'on disait en entrée, justement, au niveau des enjeux politiques, les budgets disponibles, etc., on s'aperçoit qu'avoir un athlète au sein de votre dispositif, ça va vous permettre à toutes les étapes de déploiement de votre programme d'avoir un soutien. On va prendre un exemple au Burundi, un Vénus Nyangabon, champion olympique en 1996 du 5000 mètres. C'est un athlète qui, par exemple, est impliqué auprès de Peace and Sport depuis un certain nombre d'années et qui travaille dans la région des Grands Lacs. Donc, c'est la partie Burundi, Rwanda, RDC, le sud Kivu. C'est une région qui a été touchée fortement à Hutu-Tutsi dans les années 90-94. Et on s'est aperçu, au travers du programme qu'on mène là-bas, un problème de réconciliation au travers du sport, en utilisant le sport comme un outil, qu'à tous les niveaux, en fait, vous pouvez, grâce à cet athlète, avancer beaucoup plus concrètement. Les enjeux géopolitiques, quand vous voulez mettre un programme, en effet, lui, il s'est retrouvé à un moment à s'entraîner sur place quand il était plus jeune, et maintenant, le président du Sénat est un de ses anciens entraîneurs. Donc, automatiquement, quand vous allez mettre en place le programme, vous avez des facilités parce qu'il va pouvoir le contacter, etc. Les budgets disponibles, on dit souvent, il y a très peu de moyens en Afrique. Mais il y a aussi des moyens en Afrique. Il y a aussi des milliardaires en Afrique. Il y a énormément de gens qui réussissent en Afrique et qui sont quelquefois presque choqués qu'on aille chercher de l'argent à l'extérieur, alors qu'eux-mêmes aimeraient être sollicités. Et je pense que ça, c'est important, et les athlètes connaissent ce réseau, les partenariats locaux et l'ensemble des méthodes d'action qu'on met en place. L'athlète est là. Et l'athlète, on dit souvent, il n'est pas là seulement pour la photo, il est là pour être impliqué dès le départ à la construction du projet sur le long terme. Et pour un exemple, et pour clôturer sur Vénus Nyangabon, qui maintenant est représentant Nike et qui travaille à Bologne, en Italie, dès qu'il a lancé son projet, il a eu un gros relais dans les médias, qui à ce moment, dans les médias, avait énormément il y avait énormément de soucis avec le racisme en Italie, etc. Et son projet a pris cœur, il a été suivi par le maire de Bologne, etc. Et tout ça, ça a un peu un effet boule de neige, et ça fait avancer vraiment le projet. C'est pour ça que l'engagement de l'athlète, il est primordial. Merci Jean-Jérôme. Enfin, je suis d'accord avec toi, il est primordial. Et pourtant, mon ressenti, c'est que parfois en France, on peut attendre des athlètes qui restent des athlètes. C'est-à-dire qu'ils restent à leur place et qu'ils ne prennent pas la parole sur des sujets de société parce que ce n'est pas leur rôle. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est une spécificité française, mais ça peut être un frein justement à certains qui ont envie. Et aujourd'hui, je pense que la parole se libère petit à petit. Mais pour beaucoup, je pense qu'il y a encore ce manque de légitimité.
comment justement on peut aider ces athlètes à faire sauter ces freins-là pour qu'ils prennent conscience de leur rôle et de leur influence? Bah, Marie. oui, bah, moi j'allais dire, je trouve que c'est dommage parce que nous, les athlètes, nous sommes des êtres humains. On a un cœur, on a un cerveau, donc on a des opinions, on a des désirs, on a envie des choses qu'on a envie de défendre ou des choses qu'on a envie d'aider. Et c'est sûr qu'il faut nous donner cette plateforme, en fait. On a besoin de cette plateforme pour pouvoir parler, nous exprimer, partager, dire ce qu'on a envie de dire, passer les messages qu'on veut faire passer et faire des œuvres voilà, humanitaires ou quelconque qu'on a envie de faire. Donc, je crois que c'est des plateformes qui ont besoin de se mettre en place pour nous donner cette opportunité. Je comprends, d'accord. Ouais, Fabien, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que au final, c'est aussi culturel. Je pense que le sport, la façon dont on traite le champion en France peut aussi culturellement n'est pas forcément assimilé à le haut du panier, on va dire. Alors que c'est complètement faux, c'est-à-dire que vous regardez les athlètes, la plupart du temps, pour avoir performé, il a fallu qu'ils mettent en place un arsenal de choses autour d'eux pour arriver à la performance, que ce soit gérer leurs entourages, que ce soit budgétiser, que ce soit respecter les consignes, etc. Et on se retrouve souvent avec des athlètes de haut niveau qui sont très opérationnels dans certaines entreprises. Je ne dis pas tous, mais moi, en tout cas, j'ai eu la chance sur 3 Olympiades d'entraîner différents athlètes. Et tous les athlètes que j'ai entraînés, j'ai côtoyé aussi d'autres athlètes, du tennis, du football, etc. J'ai pas vu beaucoup d'athlètes peu structurés. C'est-à-dire que souvent, c'est des athlètes très structurés, qui ont le sens des responsabilités, qui parlent plusieurs langues. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une vision culturelle que la France a par rapport aux athlètes et qu'on peut éventuellement faire changer, modifier. Je pense que c'est, à mon sens, c'est vraiment important pour le futur de redonner une place concrète. C'est un très bon point, justement, sur le sujet de la communication. Est-ce que Jean-Jérôme, tu identifies peut-être des athlètes un petit peu modèles, selon toi, qui ont pris ces responsabilités, qui justement n'ont pas peur du regard extérieur et qui vraiment sont investis de cette mission? Est-ce qu'il y a des athlètes que tu as en mémoire auxquels tu Alors, penses? j'aurais tendance à dire, oui, je vais donner quelques exemples, évidemment. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'athlète, il doit s'engager si réellement, lui, il a envie de le faire. Souvent, on parle, et je sais pas, j'aimerais bien avoir l'avis de Marie, justement, là-dessus. Souvent, on parle des athlètes qui doivent quelque chose à la société. C'est quelque chose, et ça, on le retrouve énormément en France. On le retrouve peu dans d'autres pays. C'est-à-dire, on n'estime pas qu'un athlète qui a des 13-14 ans, qui s'est entraîné tous les jours, qui a fait des sacrifices dans certaines parties de sa carrière, qui a renoncé, qui a fait des choix forts, etc. On n'estime pas dans certains pays qu'il doit redonner à la société. Alors qu'en France, on a souvent tendance à dire il faut qu'il redonne à la société. Moi, j'aurais tendance à dire, vous savez, quand il s'est entraîné, quand il a sacrifié une partie de son temps, il a pu un sou à la fin de sa carrière. Et c'est le cas aussi d'athlètes professionnels qui ont gagné des certaines sommes, mais qui ont aussi dû payer des entourages, etc. Et souvent, ils repartent à zéro. Et là, les premières choses qu'on vient leur dire, c'est qu'il faut redonner à la société. J'aurais tendance à dire, répondre positivement pour certains, dire oui, en effet, il y a des gens qui sont un peu qui ont été bénis, on va dire, et qui ont énormément de choses à redonner parce qu'ils ont été beaucoup aidés, et puis d'autres un petit peu moins. Donc, il faut aussi laisser faire les gens en fonction de ce qu'ils ont à faire et les laisser le temps nécessaire pour redonner. Ils peuvent avoir envie de redonner seulement 10 ans après leur carrière. C'est pas forcément automatique. Et j'aimerais bien voir l'avis de Marie là-dessus. Moi, j'ai deux pensées. Je pense que la première chose, c'est qu'on est obligé à rien. Premièrement, on ne peut pas obliger des gens à faire quelque chose que peut-être ils ne le sentent pas ou qu'ils n'ont pas envie. Et je reviens encore une fois aux mêmes choses, que ça commence dans le cœur. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. Pourquoi? Il y a des raisons qu'on a envie de faire quelque chose. Moi, je sais pourquoi j'ai des désirs dans mon corps, pourquoi j'ai envie de donner, pourquoi j'ai envie d'aider. J'ai envie de donner une opportunité aux jeunes qui n'ont pas pour réussir dans leur vie. Donc, pour moi, c'est primordial, c'est la première chose.
Et puis, deuxièmement, il faut faire aussi attention, peut-être, à les athlètes qui veulent faire quelque chose juste pour leur image. Et ça, c'est pas bien. On a envie de faire quelque chose pour dire, ah voilà, bah, je vais apparaître bien, je vais peut-être essayer de changer mon image en mieux parce que, je ne sais pas, peut-être ils ont fait quelques bêtises ou quelque chose et c'est pas vrai et c'est pas sincère. Et de toute façon, je pense qu'à la fin, bah, ça se ressent, ça se voit et il faut que ça soit quelque chose vraiment, encore une fois, qui vient du cœur, qui est sincère et qui est vrai. Donc, pour moi, j'avais juste ces deux points qui sont venus dans ma tête quand Fabien a posé cette question et quand tu as parlé, Jean-Jérôme. Et pour moi, ça, c'est deux choses très importantes et qu'il faut faire très attention. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le social media, etc. Je pense qu'on se doit d'être transparent et d'être sincère dans tout ce qu'on fait, c'est essentiel. Oui, exactement, il faut être vrai. Il faut être vrai. Ce qu'on fait et ce qu'on dit. Les actions et les paroles, ça parle fort. Jean-Jérôme, est-ce que vous conseillez les athlètes sur la communication, comment justement prendre la parole? Est-ce que vous avez parfois ces demandes? Euh, je dirais en tout cas, sans délivrer des secrets de Peace and Sport, nos athlètes indirectement, ils sont dans des activités qui leur sont propres. On a des athlètes qui sont des très bons speakers et qui vont à certaines occasions défendre ou en tout cas porter la parole de Peace and Sport et on va les utiliser en ce sens-là. On a des athlètes qui sont un petit peu plus polyvalents. Je pense à une Marlène Arnois, par exemple, qui est une vice-championne olympique de taekwondo, qui est très à l'aise pour parler en anglais-français du fait de sa double nationalité avec le Canada et qui est capable de s'exprimer devant un panel, dans le cadre d'une conférence. Et on a des athlètes un petit peu plus terrain, c'est-à-dire dès qu'on va avoir besoin d'eux, ils vont répondre. Je pense à des Christian Carambeu, à des Zolt qui travaillent qui est un kickboxer, Vénus Nyangabon, Benjamin Boukpeti, le kayakiste. On a évidemment notre vice-président Didier Drogba qui est présent sur un certain nombre d'événements pour nous, mais on connaît un peu les caractéristiques des uns et des autres et on essaye de travailler avec eux en fonction aussi de leur envie et ça rejoint un peu ce que disait Marie tout à l'heure, c'est-à-dire on les force pas à faire quelque chose. Par contre, dès qu'on a une occasion de les mettre en valeur, on le fait. Par exemple, on a travaillé avec RFI pendant la campagne sanitaire et sur les mesures de distanciation au Covid pour informer l'Afrique de ce qui allait arriver sur le continent. Et il y a un certain nombre d'athlètes qui ont porté le message au travers des RFI avec des petites pastilles. Donc là, on a pris des athlètes emblématiques de certains pays, comme Vénus Nyangabon justement en Afrique, au Burundi ou Petit au Togo. Et ça, c'est hyper important de connaître nos athlètes pour savoir quel message leur faire porter et que ce message-là, ça les nourrisse aussi. On revient à ce qu'on disait, c'est donnant-donnant. Il faut que ça leur fasse plaisir et que ça nous fasse plaisir aussi. Et avant qu'on puisse répondre aux questions des spectateurs, est-ce que vous pensez qu'en termes de communication, parler de ce qu'on fait, c'est une chose, mais est-ce que quelque part un athlète pourrait aussi aller plus loin en essayant d'apporter des solutions à des problèmes au même titre qu'un homme politique, au même titre qu'un chef d'entreprise, et quelque part sortir un petit peu de son rôle d'athlète? Marie, peut-être. Marie, ton avis? Oui. Donc, tu veux dire être le porte-parole ou de prendre la parole Oui, et apporter des solutions, proposer des idées, proposer des Oui, choses. bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? On fait partie de l'équipe. Et comme Jean-Jérôme a dit tout à l'heure, on a vécu tellement de choses dans notre vie, dans l'histoire, dans tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a traversé, tous les problèmes, les solutions qu'on a dû trouver. Donc, je pense que c'est intéressant. C'est bien d'avoir ces conversations, ces discours, des échanges pour, bien sûr, trouver des solutions ensemble. Ça peut être très intéressant, bien sûr. Et je crois que nous, en tant qu'athlètes, on aime bien ça et on aime bien se ressentir qu'on fait partie de quelque chose, de ce projet, qu'on a quelque chose aussi à donner dedans. Merci Marie. Jean-Jérôme, est-ce que tu veux rebondir
Oui, bah, en plus, l'actualité va dans notre sens. Si vous regardez un Colin Kaepernick, par exemple, qui en 2016, c'était la finale du Super Bowl, il me semble bien, hein, avec son équipe, s'était agenouillé sur l'hymne américain, etc. C'est un acte politique, de toute façon. Donc, il y a d'autres athlètes, comme on va dire Sia Colissi, par exemple, le capitaine des Springboks, qui a tendance à développer un certain nombre d'actions, qui est un champion de la paix, qui a été élu l'année dernière champion de la paix pour ses différentes actions, et qui au quotidien, au travers de sa fondation, la Sia Colissi Fondation, a pendant le Covid-19, et en tout cas toute cette période, essayé d'aider les communautés les plus pauvres avec Rachel, sa femme, avec qui on est en interaction régulière. On a des athlètes comme Blaise Matuidi, par exemple, qui est un footballeur qui est très impliqué chez nous et que vous connaissez tous, champion du monde, titulaire à la Juve, etc. Qui dès qu'il y a une façon de porter l'antiracisme est là et le fait et publie des tribunes et n'hésite pas à nous contacter pour travailler sur son contenu, etc. Oui, il y a un certain nombre d'athlètes qui font de la politique sans le savoir directement. Parfait. Merci Jean-Jérôme. On va passer aux questions. On a quelques questions qui nous attendent. Caroline nous a rejoint. Caroline est là pour justement répondre et vous amener les questions des spectateurs. Caroline, je te laisse prendre la suite. Bonjour à tous. Merci Fabien pour l'introduction. Merci Marie et Jean-Jérôme pour votre partage. On a une question d'une invitée qui vous remercie également pour vos beaux projets et qui se demande, le sport étant un outil de réconciliation, est-ce que vous avez certains projets dans des camps de réfugiés? Oui, oui. On travaille dans un camp de réfugiés à Zaatari en Jordanie. C'est des réfugiés syriens qui sont dans un camp qui est ouvert en 2011 et où on a un certain nombre d'activités. Alors, toujours avec le même schéma, on va dire le chemin de fer organisationnel tel que je l'ai présenté au départ, c'est-à-dire quelle est la problématique, ensuite les sports qui y répondent le mieux, et ensuite le travail de collaboration locale avec les différents acteurs, que ce soit les acteurs jordaniens, et ensuite ce qu'on appelle les implementation partners, qui sont UNHCR, c'est-à-dire le Haut Commissariat des réfugiés, et l'implementation partner de UNHCR, qui est l'organisation Bluemont. Et à l'intérieur de ce camp de réfugiés, nous avons quatre sports différents à l'heure actuelle, qui utilisent une méthodologie, justement la méthodologie Peace and Sport, avec l'objectif final de réduire l'aspect anxiogène de la vie qu'ils ont au quotidien. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est des gens qui sont enfermés H24, qui ont très peu d'espoir de sortir de ce camp, en tout cas à très court terme. Juste pour information, un réfugié qui rentre dans ce type de camp, il va y rester en moyenne 16 ans. Donc, automatiquement, c'est très compliqué. Et là, on intervient avec une méthodologie qui permet aux enfants, notamment les enfants, on va dire entre 8 et 15 ans, d'accéder à des différentes activités. Ces activités, c'est des activités qui permettent le mieux vivre ensemble, l'acceptation. On a des activités de self-défense, par exemple, qui permettent justement le contrôle, parce que le but du jeu, c'est ensuite de mesurer si les activités qu'on met en place